Bonsoir, on continue notre étude du projet de constitution. On votera au mois de mars 2024. Notre conseil de parti se réunit le 30 novembre pour étudier, se poser les bonnes questions et prendre une position pour le parti sur ce texte. On continue l'étude sur le chapitre 4, sur les autorités. On va parler des autorités judiciaires. Pour ce faire, on accueille Florent Favre, Marie Zuchua, Anne-Marie Grand et Frédéric Pitlou. Bonsoir. 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 Alors, un chapitre qui est assez intéressant pour notre parti parce qu'il a été très actif. Dans notre parti, on a pas mal de juristes. Il y en a combien? Il y en a 3 autour de la table sur 4. C'est presque le même pourcentage que la délégation valaisanne au Parlement fédéral. 60% de juristes. Donc, peut-être 70 suivant comment. Justice. On commence peut-être avec les innovations. Il y a des choses assez innovantes là-dedans. On va parler peut-être pour commencer de la Cour constitutionnelle. C'est quelque chose qui existe dans certains cantons et que vous avez voulu introduire ici dans le canton du Valais. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, à quoi ça sert? Oui, bonsoir Vincent, bonsoir à Frédéric, tous. pardon. Oui. Ça commence par F aussi, en effet. Florent, ça vite avait trop. Merci alors de nous recevoir pour parler de ce magnifique thème qu'est la justice. Alors en effet, hein, c'est un thème qui a été très porteur pour notre parti durant tous les travaux de la constituante. Par rapport à cette cour constitutionnelle, donc on a voulu reprendre le modèle qui existe actuellement en Romandie sur les cantons de Vaud, de Genève et du Jura. Donc c'est une nouvelle cour. Donc contrairement à ce qu'on a entendu de certains, ce n'est pas un nouveau tribunal. C'est une cour qui sera intégrée au tribunal cantonal. On a déjà actuellement 16 cours actuellement au tribunal cantonal, donc ça sera une 17e cour, qui aura 2 compétences principales. Une première, c'est de juger de la conformité des règlements communaux et des lois cantonales au droit supérieur. Et la deuxième, c'est tous les litiges qui concernent les droits politiques. Donc ça peut être la validité des initiatives populaires. Si par exemple, on a aussi une brochure de votation qui n'est pas conforme et qui influence le résultat d'un vote, Ah, les recours pourront être... oui, à tout hasard, en effet. Donc Bon les exemple. recours qui concernent ces litiges-là seront traités par cette nouvelle Cour constitutionnelle. comment Euh, ça se passait comment ça se passe maintenant, par exemple? alors actuellement, les recours Contre une brochure, contre par une brochure, exemple. par exemple, ça partait Frédéric. directement, oui. Enfin, oui, Frédéric, pardon. Justement, c'est pour ça que j'ai confondu avant. Frédéric, ça part où maintenant? S'il y a des litiges au niveau constitutionnel, par exemple, sur une brochure ou sur d'autres choses? Alors actuellement, en ce qui concerne les brochures, donc le recours est porté immédiatement au Conseil d'État. Et puis contre la décision du Conseil d'État, il y a une décision au tribunal cantonal. D'accord. Par Mais qui n'a contre, pas une. Ça sera une cour administrative. alors là, ce sera une cour administrative D'accord. qui tranchera exclusivement sur ces questions de droit politique. Ok. Florent, je te laisse continuer sur la. Oui, encore une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'on a l'expérience des autres cantons qui ont une telle cour. Par exemple, sur le canton de Vaud, on parle d'une dizaine d'affaires en général par année. Il faut savoir qu'au niveau du tribunal cantonal valaisan, il y a environ 1800 nouveaux dossiers qui rentrent chaque année. Donc ça ne représentera pas une augmentation énorme du travail du tribunal cantonal. Donc ça n'entraînera pas d'explosion des coûts de la création de cette nouvelle cour. Est-ce que les juges devront se former spécifiquement? Est-ce qu'on attend quelque chose à ce niveau-là? Ou est-ce que leurs compétences en droit constitutionnel euh, sont déjà acquises? Parce que dans leur formation, leur cursus universitaire, ils ont fait ce genre de matière. Oui, alors déjà actuellement, les juges, chaque juge a un peu sa cour fétiche évidemment, mais les juges sont formés pour pouvoir traiter tous les cas, que ce soit du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif. Donc je pense ils sont tout à fait à même de traiter ce genre de litige constitutionnel également. Donc pas de points particulièrement sensibles avec ça. Parlons de la deuxième cour aussi qui est introduite. C'est une cour qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la cour du droit de la famille. On appelle ça peut-être abusément le tribunal de la famille. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Donc ça, c'est une victoire pour notre parti, d'après ce qu'on a entendu. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, tous ces travaux? Bon, Est-ce quelque alors, chose qui est passé facilement? Puis à quoi ça sert aussi, surtout? c'est surtout sur ce point-là qu'il faut qu'on s'arrête parce que c'est quelque chose de très, très efficace, efficient, je pense. S'il y a quelque chose qu'on doit garder, c'est ça. Donc le tribunal de la famille, c'est le terme, vulgarisé de la cour du droit de la famille qui s'occupe, pas seulement de la protection de l'enfant. C'est surtout ça qui a fait débat parce qu'il y avait la réforme des APEA. Ça s'occupera donc cette cour traitera tout ce qui est mariage, divorce, gestion des PACS antérieurs,
des effets généraux du mariage, la protection de la personne. Puis, qu'est-ce que j'avais noté Les encore? médiations. Alors, non, alors oui, alors ça, c'est vraiment la spécificité dans les cas de divorce où les époux sont parents. Donc ça, c'est vraiment la grande chose efficace qui est introduite là-dedans, c'est l'obligation d'une médiation préalable dans les cas de séparation. Le but premier, c'est vraiment la protection, la protection des enfants, le bien prépondérant des enfants en début de procédure, avant que le cas soit porté devant les juges. On instaure une médiation obligatoire qui a fait ses preuves. Il y a un projet, le projet COCHEM, qui est déjà à l'œuvre à À Montaix. Montaix, qui a été tellement efficace que d'autres districts l'ont adopté, et même maintenant le canton de Vaud, ils ont mis ça en vigueur en janvier de cette année. Et le grand principe, c'est ça, il y a une médiation, mais pas seulement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est on regroupe sous le même toit la gestion de ces cas, donc de divorce, et de gestion des conflits ou pas, de la répartition de ce qui est du domicile des enfants, des pensions alimentaires, etc. Ce qui se passe maintenant, c'est que on a les tribunaux qui s'occupent des divorces et la PEA, qui est une instance administrative qui n'est pas coordonnée avec le tribunal, ce qui fait qu'il y a des décisions qui peuvent être prises au tribunal et ensuite le cas des enfants est étudié à côté de ça. Donc ça provoque des délais, des contretemps, il n'y a pas de synchronisation, les années passent. Dans le développement d'un enfant, c'est très important. Donc on pourrait imaginer 4 ans dans la vie d'un gamin, entre 4 et 8 ans. Voilà, la décision tombe, mais il y a tout un pan de son développement. Il peut voir un de ses parents, pas l'autre. Il y a peut des avoir conflits de ce genre-là. choses comme ça. Ce Oui, qui il est faut aller aussi- vite. C'est un endroit où il faut Voilà, aller vite. c'est vraiment des cas où il faut se dépêcher, l'enfant se passe vite. Et puis, on doit aussi... comment dire, j'ai perdu le fil. Donc, tac, tac, Juste une tac. question Oui. avant que tu retrouves le fil. Là, on aura des juges qui seront plus spécialisés. Voilà, par c'est ça contre. que je voulais dire. Donc, non seulement il y aura des juges qui seront plus spécialisés, mais en plus, ils vont pouvoir s'entourer d'experts. Donc, il y aura des experts, des gens qui viennent de la médiation, de la psychologie aussi, des assistants sociaux. Donc, le cours, comme elles sont déjà en vigueur en Belgique et en Allemagne, ces cours, elles regroupent en même temps, autour des autorités judiciaires, des personnes, des experts justement en psychologie enfantine, en assistanat social, etc. Il faut savoir aussi qu'à Montaix, on a 78% des médiations préalables qui ont abouti à un accord partiel ou total. Donc c'est vraiment... On désengorge aussi les tribunaux. On On désengorge Alors je sais les avocats. pas dans quelle mesure on va les Ils en pensent quoi, désengorger, les mais en tout cas avocats? on donne Avoir moins de une travail. bonne chance à ces cas-là de se régler plus vite déjà, Ouais. parce que le gros sera déblayé, disons, on peut dire ça déblayé, mais c'est vraiment un plus dans ce domaine. Justement, les avocats, il y en a 3 ici. Sidney, votre confrère, est membre aussi, est partisan de ce genre de solution. Il a fait des choses aussi à Berne, à ce sujet-là. Vous voyez ça comme vraiment un beau progrès, ou est-ce que c'est quelque chose où vous dites, mais de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est qu'on aura peut-être un petit peu moins de travail avec les divorces? Alors, je peux peut-être répondre. Je pense que la famille, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans notre société. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel on doit mettre un poids essentiel, un poids prépondérant. Au niveau de la justice, c'est pareil. Donc, le fait d'avoir des juges qui soient spécialisés dans cette matière-là, qui arrivent à être plus efficaces, qui soient peut-être plus intéressés à la matière qu'un juge qui est un généraliste, qui fait en même temps du droit pénal, du droit de la poursuite, qui traite des affaires de succession, etc., etc. Et d'avoir justement ces juges qui sont exclusivement affectés à ce genre de cas, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif, soit pour les familles, essentiellement pour les enfants, soit pour les autorités judiciaires aussi, parce que ça va vraiment effectivement désengorger et puis permettre une professionnalisation et puis une meilleure gestion de ces cas. On peut dire que ça, c'était quand même quelque chose qui a été amené par notre parti. On peut dire que c'est une victoire là-dessus. Oui, Il y a vraiment eu une complètement. avancée. Oui. C'est une On grande a- avancée, hein, si je peux me permettre aussi. Il y a beaucoup dans d'autres parties de personnes qui ont eu des conflits un peu personnels en pensant qu'on allait contre les réformes que Frédéric Favre avait mis en place. Mais il faut bien imaginer que c'est pas ça du tout. Le but, c'est vraiment le bien commun, un bien supérieur. Et puis, Frédéric Favre a fait de la médecine d'urgence. Dans l'urgence, le corps allait mal, donc on le prend, on le réanime, mais
on va plus loin ensuite. On propose une solution qui est meilleure et qui est une continuité, parce qu'il va dans ce sens-là, mais ça ne résout pas les problèmes globalement. Ce que ferait la Cour du droit de la famille. Oui, je voulais juste encore ajouter une chose par rapport aux avocats et le monde du droit en général. On a eu une consultation populaire et institutionnelle qui a eu lieu au milieu de nos travaux, début 2021. Oui. Et on a eu une large acceptation de la population qui a répondu à la consultation, donc plus de 70% qui étaient en faveur du tribunal de la famille. Et également un soutien des acteurs institutionnels du milieu du droit, donc de l'ordre des avocats, du ministère public, du tribunal cantonal également, ainsi que du Centre des droits de l'enfant de Bramois. Donc on voit qu'on a un large soutien et un besoin de la population à ce niveau-là. Okay. C'est quelque chose qui existe, on peut encore le dire, dans un canton, je crois que c'est à Argovie. Argovie, et où ça marche très très bien. Il y a eu un bilan qui avait été tiré il n'y a pas très longtemps, j'avais vu ça. On parle, donc là-dessus, c'est unanime, c'est magnifique. On parle de la professionnalisation des juges de paix. Alors là, on rentre sur un autre sujet, juges communaux. Marie. Absolument. Alors, c'est vrai que les juges de commune, c'est une institution qui existe depuis très, très longtemps. Le Valais, on est encore le dernier canton à connaître l'organisation de la justice communale de ce concept-là. Et c'est vrai que là, il y a des constats qui ont été faits, c'est qu'on veut vraiment pouvoir professionnaliser la justice au niveau des communes, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de dossiers. Il y a de plus en plus d'avocats qui sont chaque fois impliqués dans les dossiers de manière systématique dès le stade de la conciliation. Et il y a aussi des dossiers qui deviennent vraiment de plus en plus complexes. Donc, au-delà du fait que c'est des choses qui sont litigieuses, les cas deviennent vraiment complexes, notamment en matière de succession. Si je prends par exemple juste ma commune de Savièse, on a énormément de gens sont complexes, les successions à Savièse. Qui sont exactement, qui sont très complexes. À l'époque, c'est sûr que le juge de commune connaissait tout le monde. Il pouvait presque faire l'arbre généalogique du défunt. Il savait très bien qui étaient les enfants, le mari, la femme, les frères, les sœurs. Tandis que maintenant, on voit qu'on a beaucoup de gens qui sont déjà hors canton. Certaines personnes viennent même de pays étrangers, et de remonter l'arbre généalogique pour établir rien que le certificat d'hérédité. Et là, on n'a encore pas de litige, mais c'est juste de devoir faire un certificat d'hérédité. Ça peut devenir extrêmement complexe. Donc, c'est vrai qu'on a eu ce constat de devoir professionnaliser déjà les juges de commune. Et puis, on en parlera après aussi avec Frédéric. L'autre point aussi qui a été soulevé, c'est que l'élection se fait de manière politique pour nommer ces gens. Et on se rend compte qu'en fait, on a quand même un besoin de mettre en avant les compétences avant le parti politique pour nommer les gens qui sont à ces postes-là. C'est assez général. Là-dessus, est-ce qu'il y a eu des gens, est-ce qu'il y a eu des constituants, des groupes qui sont révoltés, qui sont dit non, mais la professionnalisation des juges de paix, des juges qui sont comme ça, le droit de la proximité, on va dire, le droit, qui sont en contact comme ça dans les communes, est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit non, mais c'est vraiment pas une bonne idée? Oui, alors il y a eu un argument justement disant que si on allait vers une justice de paix, on allait perdre cette notion de proximité. Mais je veux dire, déjà, la proximité, elle est toute relative, parce que maintenant, dans la loi, on peut déjà avoir un regroupement des juges de commune. On n'est pas obligé d'avoir un juge par commune. Ils peuvent déjà se regrouper. Donc, certains sont déjà de manière un peu plus large, et ça se fait. Et quand on parle de justice de paix, ça ne sera pas une justice de paix en Valais. Je veux dire, l'idée, c'est on va laisser ça au législateur de voir le découpage qu'il voudra faire, mais l'idée qu'on a mis dans notre message, c'est qu'on souhaite avoir une justice de paix qui sera peut-être par arrondissement ou par... Enfin, à un moment, on parlait par cercle, mais bon, c'est une notion qui n'est pas très définie, peut-être par district. Enfin, il faudra se calquer aussi avec le découpage territorial et voir comment se réorganise la justice. Mais l'idée, c'est qu'on aura quand même une proximité avec les gens, mais en favorisant la professionnalisation des juges. Et c'est l'autorité supérieure qui les nomme. C'est l'idée, exactement. Ça sera plus le peuple. C'est justement, ça va en ligne avec ce qu'on a décidé pour la nomination des juges à tous les niveaux. Là, ça serait le tribunal de district en fait qui nomme, parce qu'en fait les juges les juges de commune et la justice de paix dépendent du tribunal de district. Il y a déjà un lien de subordination, puis ils vont travailler directement. Puis ça reste quand même la première ligne entre guillemets de défense pour les tribunaux de district. Donc, c'est aussi dans une idée comme le tribunal de la famille, de désengorger, en fait, exactement. Et de pouvoir leur donner aussi plus de compétences que ce qu'ils ont déjà aujourd'hui. Parce que maintenant, ils sont essentiellement une autorité de conciliation. Là, on aimerait vraiment en faire une véritable autorité judiciaire avec des compétences qui seraient élargies, par exemple,
en matière de poursuite, en matière de succession, ou peut-être même intégrer les tribunaux de police qui existent encore dans les communes, pour ce qui est contravention, règlements communaux, ce genre de choses. Ouais. En fait, c'est un chapitre assez plaisant, c'est le chapitre de la justice. Il y a que des choses, il y a que des belles innovations. On va regarder une autre chose, c'est l'abandon des critères politiques pour l'élection des juges. Ça, c'est aussi important. Et qu'est-ce que ça change? Comment se fait l'élection des juges aujourd'hui et des magistrats en général, des magistrats de la justice, et comment elle sera dans le futur si cette constitution est acceptée? Pour en parler, on regarde ça avec toi, Frédéric. Mhm. Alors, peut-être effectivement, la situation actuelle, c'est que les juges sont nommés par le Grand Conseil, donc ça va rester après. Mais un des critères de nomination, c'est l'affiliation politique, puisque l'idée, c'est d'avoir une affiliation qui soit équitable, enfin une répartition équitable entre les forces politiques de droite, de gauche, des différents partis, pour finalement que les juges représentent l'ensemble de la population sous un angle politique. Alors Dans les différentes cours. dans les différentes cours, dans les différents tribunaux. Et là, on parle exclusivement du tribunal cantonal et du bureau du ministère public, donc le procureur général adjoint, etc. Et donc, ça, c'est un petit peu la vision passée, parce que finalement, on se rend compte actuellement que la plupart des juges ou des candidats juges font des affiliations politiques qui sont un petit peu de circonstance, parce qu'on se dit, tiens, tout d'un coup, il manque un juge de tel ou tel parti. On a connu un juge UDC qui a été candidat UDC, nommé, mais qui était, à mon avis, pas du tout UDC. Quelque chose qui arrive aussi au tribunal fédéral. Au tribunal fédéral, effectivement, voilà, on a exactement la même problématique qui se pose. Alors, nous, on pensait, en tout cas au sein de notre groupe, et puis c'était aussi une grande victoire du centre, de dire qu'à notre sens, il faut que maintenant on aille un petit peu plus loin, et puis que les critères qui président au choix des magistrats, c'est la compétence, c'est l'expérience, c'est la volonté, etc., etc., les compétences linguistiques, juridiques, bien évidemment, etc., et pas un critère politique. Et puis, peut-être, pourquoi est-ce que notre parti a été sensible à cette problématique-là? Peut-être on se dirait, vous voulez changer un système dans lequel vous avez toujours gagné, parce que c'est un petit peu le reproche qu'on nous fait, parce que notre parti est encore actuellement assez, sur le papier en tout cas, surreprésenté. On a pas mal de juges. Voilà, on a pas mal de juges. On a des candidats pour le ministère public. Le procureur général actuellement est quelqu'un de notre parti, en tout cas sur le papier, il a cette affiliation-là. Alors, en fait, justement, c'est contradictoire, parce que on fait peser sur notre parti, en fait, le poids d'une justice qu'on dit politisée. Et puis, finalement, quand la justice dysfonctionne, on prétend, enfin, les adversaires politiques de notre parti prétendent que c'est parce que c'est les magistrats de notre parti qui sont nommés que la justice dysfonctionne, ou qu'elle ne fonctionne pas suffisamment bien, ou qu'elle fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres, alors que concrètement, rien ne permet de le dire. Donc, la volonté de notre groupe, et puis on a été suivi en cela assez largement par le plénum, c'était justement de sortir de ces critères politiques, et puis finalement, on permettra à notre parti de ne plus entendre ce genre de grief qui n'a pas lieu d'être, mais qu'on entend quasiment tous les jours, quoi. Alors, cette tendance de la dépolitisation de la justice, c'est quelque chose qui est global, hein. On l'a aux États-Unis, on l'a en Europe. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Aux États-Unis, peut-être des fois un petit peu moins, on entend quelque chose, et je me souviens de débats qu'il y avait eu dans le canton de Genève là-dessus. On entend des fois des choses, de se dire que tout à coup, si par exemple un tribunal des baux et loyers contient des juges qui sont exclusivement peut-être d'extrême gauche, les propriétaires risquent de subir des jugements un petit peu. Voilà. Il y aura peut-être une. Est-ce que ça, c'est quand même un danger? Est-ce qu'il y a ce danger-là en Valais, avec les cours qu'on a? Est-ce qu'il pourrait y avoir un danger tout à coup qu'on ait une tendance politique dans les jugements? Je dirais qu'au niveau des juges qui sont concernés par ces critères politiques, donc tribunal cantonal et bureau du ministère public, je ne pense pas qu'on ait ce risque de dérive-là, parce que finalement, on voit les cas. Finalement, l'appartenance politique, elle influence, selon moi, assez peu les décisions qui sont prises. Quand vous devez condamner quelqu'un pénalement ou juger quelqu'un sous un angle pénal, que vous soyez de droite ou de gauche, finalement, c'est peu importe, hein. Alors, évidemment, il y a des sujets dans lesquels tu as cité locataire propriétaire, avoir une fibre, travailleurs salariés, mais en fait, ça, c'est des gens qui déjà actuellement sont nommés sur la base de critères qui ne sont pas politiques. Donc la problématique va rester la même. Ce qu'il faut être attentif, c'est évidemment pour l'autorité de nomination, respectivement pour l'autorité d'élection, d'être attentif peut-être à quand même essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une répartition équitable des tendances politiques, sans même parler de parti, mais effectivement gauche-droite,
tendance écologique ou pas, et puis d'essayer d'avoir cet équilibre sans faire appel à cette notion qui est Si on actuellement... trouve le personnel. Si on trouve le Mhm. personnel, Encore ça le c'est trouver. encore une autre question. mais, ouais. Encore là-dessus, sur les Juste élections pour des juges. rajouter un élément par rapport à ce risque de politisation des jugements. Il faut se rappeler qu'évidemment, le tribunal cantonal n'est pas la dernière instance. Il y a toujours un recours qui est possible au tribunal fédéral. Donc, si on devait avoir un Et jugement quand il très sera politique, dépolitisé, comment on va faire? mais il ne l'est pas, et je pense Non, pas il qu'il l'est le pas. sera dans un Ouais. avenir proche. Donc, si on devait vraiment avoir un jugement qui serait clairement politisé, il y aurait toujours la possibilité de recourir au tribunal fédéral pour rectifier la chose. Quel bon juriste. Tout sur la procédure. 6e point, avec quelque chose qui est pour moi vraiment une nouveauté. Il faut qu'on m'explique l'intégration de la justice restaurative. Voilà. Qui peut... Florence, c'est toi. Oui. Nous explique ce que c'est. C'est l'article 100. L'article 100, exactement, qui comporte deux aspects, donc un aspect d'encouragement à la justice restaurative et un aspect d'encouragement aux autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges. Donc la justice restaurative, elle prend en fait place dans le procès pénal. C'est une méthode qui est née et qui est surtout appliquée en Belgique et au Canada. Donc elle consiste en fait à créer un espace de dialogue entre les auteurs d'infractions et les victimes. Donc dit comme ça paraît peut-être un peu extrême, mais évidemment c'est fait sur base volontaire des deux côtés, on est d'accord, bien évidemment. Et en fait ça atteint un double but, en fait ça permet deux choses. D'une part de confronter évidemment les deux personnes. Ça permet du côté de l'auteur d'infraction de faire baisser le taux de récidive. Parce que souvent, quand un auteur d'infraction a vraiment la victime en face de lui, ou ça peut être la victime, sa victime ou une victime d'un autre délit de même nature, ça fait des fois prendre conscience aux gens de ce qu'ils ont fait et ça permet aussi de baisser le taux de récidive. Et de l'autre côté, pour la victime, alors là évidemment c'est beaucoup plus compliqué de son côté-là parce qu'il y a surtout dans certains cas, notamment les violences sexuelles, mais ça permet souvent à la victime d'ôter cette culpabilité qu'elle a des fois en elle et ça lui permet aussi de se reconstruire après le procès pénal parce que on remarque souvent que le procès pénal, les victimes en ressortent souvent assez insatisfaites parce que c'est pas forcément le procès pénal n'a pas forcément pour but il n'a d'ailleurs pas pour but d'indemniser la victime en tant que telle. Ouais. Et lui permettre de faire le deuil ou quoi que ce soit. Exactement. Donc c'est une méthode qui, donc comme je l'ai dit avant, qui vient de la Belgique et du Canada, qui existe déjà en droit suisse pour les mineurs, qui est en train d'être mise dans le code de procédure pénale pour les adultes. Il y a des projets pilotes également à Genève et Fribourg, et on a voulu aussi encourager ce nouveau mode au niveau de notre constitution cantonale. Enfin, pour la toute dernière chose de cet article 100, donc par rapport à la médiation, en fait, et aux autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges, mais le principal est surtout la médiation. On considère aussi, on a actuellement, c'est aussi ce qui a été dit un peu avant par Marie, c'est qu'on a une justice qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus lente, on a de plus en plus de peine à avoir des jugements rapides. Et finalement, comme on dit souvent, le meilleur procès, c'est celui qui n'a pas lieu. Donc la médiation permet justement d'éviter... C'est un avocat qui le dit. Oui, en effet, mais Non, on mais est c'est aussi tout content quand on voit des clients qui sont... Enfin, on remarque aussi souvent que des clients, même quand ils gagnent des procès, ils sont toujours un peu insatisfaits parce qu'évidemment, quand ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie, ça dure souvent plusieurs années et souvent on préfère que la chose se liquide en amont. Et c'est ça que permet la médiation. On en a parlé également avant avec la méthode Cochem. C'est une chose qu'on doit encourager aussi. Ça permettra peut-être aussi à notre justice d'être plus efficace et de se concentrer aussi sur un nombre plus restreint de cas où elle pourra peut-être mieux juger et plus rapidement. Donc, pour conclure, si on regarde tout ce chapitre sur la justice, je crois qu'on a fait un peu le tour des gros progrès. Il y a pas mal de choses assez idéales qui ont été amenées là derrière. C'est pas là où notre groupe a eu peut-être des dissensions. C'est pas là, en tout cas, que les gens dans notre groupe qui n'ont pas soutenu le texte final ont croché, ont buté sur des choses qui sont pas souhaitables dans une constitution. Non. Pas du tout. Non, absolument. Je crois que Non. là, c'est un des thèmes où on était quasiment tous raccords. Et puis déjà, rien qu'au niveau de la commission, en tout cas en deuxième lecture, ça a été voté à l'unanimité pour ce projet. Et même au niveau du plénum, il y a pas mal d'articles où ça a fait pas l'unanimité, mais pas loin. Enfin, on a eu un gros consensus sur ce chapitre. Il y a eu un gros boulot de notre groupe là-dedans. Oui, je pense qu'on a Mhm. quand même pas mal travaillé sur ce sujet.
d'une part parce que ça nous intéressait pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, la question de la politisation, etc., tribunal du droit de la famille, et puis aussi parce qu'on a des juristes au sein de notre groupe, donc on s'est aussi impliqué là-dedans, et puis aussi parce que Florent était président de la commission 2, donc il a présidé cette commission, puis il a vraiment pu mettre un input assez important en reprenant un projet qui était assez vaste, on va dire, pour ne pas dire trop lourd, et puis en le ramenant à quelque chose de beaucoup plus concentré, puis beaucoup mieux réfléchi. Donc on s'est effectivement beaucoup investi dans ce projet en deuxième lecture. Et comme on disait au début, ce chapitre, s'il y a un chapitre si la Constitution devait être refusée et qu'on devait garder qu'une seule chose et la remettre sur le tapis, On le ce serait découpe. vraiment ça. Non, On je l'amène au pense Grand que Conseil. c'est une pierre précieuse Ouais. qui sort de là. Ça, on parlera de cette question-là dans une autre capsule, mais c'est quoi le plan B si tout à coup la Constitution est refusée, puis que ce magnifique chapitre où il y a de beaux idéaux, il y a des belles choses dedans, on en fait quoi? Certains disent que le Grand Conseil reprendra la chose, mais On rien- compte sur le rien- Grand Conseil voilà. quand même, parce qu'il y a énormément de choses qui Mhm. peuvent se trouver dans la loi qui n'ont pas nécessité forcément d'être dans la... Ouais, mais vous avez bossé la 5 ans Constitution. là-dessus. Absolument. oui. C'est pour ça qu'on Si on reprend ça, on va bosser pour qu'elle passe et il qu'on a du espère boulot qu'elle aussi à passe. côté de ça, le Grand Conseil actuellement. De la lecture. Il a de la lecture aussi. Ouais. Le boulot est fait. Là, le boulot est fait. Et c'est assez intéressant. Il n'y a pas parce de que, fast track, il n'y a parce- pas de truc express où on peut dire tiens, voilà, on prend le truc, on découpe. Ça, c'est peut-être un fantasme qu'il y a un petit peu actuellement quand on entend parler de ce texte. J'ai déjà entendu des gens qui disent de toute façon, on sort ce qui est bon et on le fait passer. Ça engage qu'eux-mêmes. Hein. Non, mais je voulais juste rajouter par rapport à ça que Ouais. pour beaucoup de sujets qu'on a traités dans la Constituante, on avait des travaux qui avaient été faits en amont. Par exemple, par R21 ou par le fameux rapport Rouillet, qui je crois qui a été évoqué ou qui sera évoqué dans une autre capsule. Et là, vraiment, on est parti d'une page blanche. On a beaucoup travaillé en première, deuxième lecture. On a vraiment un projet qui tient la route, condensé en 9 articles, qui est vraiment bon. Et évidemment, on pourrait dire on coupe et puis on met dans la loi, mais je pense quand même que ce projet, il s'inscrit aussi dans l'entièreté de la Constituante. Et je pense aussi qu'on ne doit pas tout jeter en même temps à la poubelle. C'est noté, ça sera le mot de la fin. Merci Florent, Marie, Anne-Marie et Frédéric. Et puis on continue les débats, on travaille, et puis on essaiera de faire une très belle assemblée le 30 novembre pour avoir une position qui soit la mieux construite possible. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup.